Bonjour à tous, je suis médecin. Voilà, je dis souvent que je suis un bébé sida avec des cheveux blancs parce que j'ai passé 30 ans de ma carrière dans le VIH et de façon plus récente sur les virus émergents et en particulier le Covid-19. Je dirige depuis maintenant quelques années le CCNE. Le Comité consultatif national d'éthique, c'est une instance indépendante en France, hein, pour nos amis étrangers. C'est-à-dire c'est une instance qui est consultative et qui peut conseiller le gouvernement sur les grands sujets éthiques autour de la biologie et de la santé. C'est le premier comité consultatif national d'éthique qui a été créé. Vous en avez tous un maintenant dans les pays européens. Il n'y en a pas vraiment aux États-Unis. Il y en avait un, il y avait un conseil auprès de Barack Obama, mais il a été supprimé par qui vous savez, par Trump. Et il n'a pas été remis. Mais le modèle américain des conseils d'éthique est un peu différent puisqu'il est souvent porté par les grandes universités américaines. Alors, on émet des avis qui sont soit des saisines, soit des auto-saisines, c'est-à-dire à partir du moment où on peut s'auto-saisir, c'est comme ça qu'on est libre un peu, hein. Et qui vont sur des sujets allant de sujets très scientifiques, sur la nouvelle génomique, sur les organoïdes, à des sujets qui sont plutôt les conséquences de la science sur la société et les visions de la société vis-à-vis de la science. Et puis il y a des sujets très sociétaux qui touchent à la santé. Par exemple, on est porteur là avec d'autres de toute l'évolution de la loi en France sur la fin de vie et sur des sujets autour, par exemple, de la procréation. Donc c'est pour vous situer, on a une très large échelle et on est composé à la fois scientifiques, mais aussi de juristes de très haut niveau et de chercheurs en sciences humaines et sociales, et puis de la société civile maintenant, depuis la dernière loi de bioéthique. Alors, tout ça pour vous dire que le CCNE, dans son opinion 127, qui date d'octobre 2017, c'est-à-dire avant la crise Covid, avait émis, ça avait été porté par un grand monsieur, Jean-Marie Delarue, qui était à l'époque qui s'occupait de la surveillance, entre guillemets, de la santé dans les prisons. Et il y a quand même certaines relations qui sont... Certains d'entre vous ont évoqué à plusieurs reprises le nom de Didier Fassin. Et je vous dirai un tout petit mot sur le modèle que moi j'ai vu construire autour des prisons, de séparer ce qui est la santé et de ce qui est la pénitentiaire. Et je pense qu'il faut bien qu'on sépare la santé de ce qui est la vision qu'il peut y avoir autour des lois de migration, hein, sur la question qui se pose. Et donc, vous voyez, il y avait l'essentiel, hein, de ce qui est avec les grands enjeux éthiques qui se posent, mais pas seulement les enjeux éthiques, mais aussi le fait que, voilà, au nom de la définition de la santé au nom de l'OMS, eh bien, il y avait finalement une série de prises en charge qui devaient être faites, y compris en termes de santé publique. C'est peut-être quelque chose qui est moins éthique, entre guillemets, mais qu'il faut peut-être mieux vendre. Alors, je passe très rapidement, parce que vous avez dû avoir ça toute la journée. J'ai entendu avec intérêt les derniers topos. On a un modèle très particulier avec l'AME en France, qui est le French model que vous avez sous les yeux. Vous l'avez eu, je passe rapidement. J'avais évoqué le problème de Mayotte et avec raison, c'est un modèle très très particulier qui a été souligné, y compris je dirais, l'outil que constitue l'AME. Alors depuis 2023, nous avons en France, dans un pays où quand même il y a une sensibilité de la société civile assez forte sur ces sujets et des médecins en général assez fortes sur ces sujets. Nous avons une loi migration, et c'est la Xème loi migration, et nous aurons d'autres lois migration. Enfin, je pense que votre génération va avoir à le vivre. On voit ce qui se passe dans les prises de pouvoir par les extrêmes dans un certain nombre de pays, y compris de démocratie européenne proche de nous. Donc le problème des lois migration va se poser en permanence. Il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Donc il vaut mieux l'admettre, je dirais. Et suivre avec attention ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas dans les lois migration. Et évidemment, on ne doit pas mettre les enjeux sanitaires. Donc voilà le calendrier avec ce qui s'est passé sur
on a deux chambres en France, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est un doux bordel à l'Assemblée nationale. Le Sénat est assez à droite, mais pas ultra à droite non plus, mais freine un certain nombre de choses. Et puis on est arrivé finalement à des séries d'amendements divers et variés. Enfin, tout ça pour arriver au fait que l'AME ne sera pas remise en cause cette fois-ci. Je dis bien cette fois-ci. Je pèse mes mots, mais je suis à peu près sûr de moi. Après, on ne sait pas ce qui se passera au dernier moment, mais l'AME ne sera pas remise en cause. Par contre, c'est ce qui va être à l'intérieur de l'AME avec un certain nombre de modifications, ou en tout cas où il y a des points de résistance qui sont encore importants. En particulier sur quelque chose qui n'est pas directement l'AME, mais qui est autour de, finalement, les patients qui sont malades et qui peuvent bénéficier à l'occasion de leur maladie d'un statut temporaire, je dirais, d'accès au droit, non seulement d'accès au droit, mais bénéficier finalement d'un accès légal temporaire. Ça a été remis en cause par le Sénat. Ce n'est pas remis en cause par l'Assemblée nationale, mais c'est remis en cause par le Sénat. Ce n'est pas directement l'AME, vous voyez quand même que c'est assez proche. Une deuxième question qui est plus dans l'AME et qui est mise en cause aussi dans le rapport récent, et finalement, ok, on garde l'AME, mais en restreignant finalement le type de traitement auquel permet d'aller l'AME. Et c'est une des deuxièmes solutions, c'est-à-dire prendre pour limiter l'AME dans son périmètre. Alors, vous savez qu'il y a finalement une mission en France. On adore ça quand on est dans des situations difficiles. On confie des missions. La Première ministre a confié une mission à un ancien ministre de la Santé, un monsieur qui venait plutôt de la gauche, et puis à un autre qui venait plutôt de la droite. Et ils ont donné leur rapport il y a maintenant quelques jours. Et là aussi, l'AME est maintenue dans ce rapport. Ils posent la question qui avait déjà été posée par une enquête de l'IGAS, donc il y a maintenant quelques années, qui est beaucoup, moi sur lesquelles je ne suis pas contre. Ensuite, il faut voir les conditions dans lesquelles ça se pourrait. C'est la notion de visite médicale qui serait proposée aux étrangers, y compris en situation irrégulière, qui en termes de santé publique, on ne peut pas être contre cette mesure. Là où on peut être contre la mesure, c'est de dire, et so what, qu'est-ce qu'on va en faire et quelles seront les conséquences qu'il peut y avoir. Et puis, il y a une série de limitations aussi autour des adultes. Alors, tout ceci en France, il y a quand même une communauté médicale, et je dirais au sens très large du terme, qui bouge, qui est très, très sensible à ces phénomènes. Le CCNE a émis une opinion et a rappelé que les grands enjeux éthiques au nom de la fraternité, de l'accès aux soins, de l'égalité d'accès aux soins, étaient un élément fondamental, et que par ailleurs, voilà, supprimer l'AME allait nous poser ensuite un certain nombre de problèmes de santé publique. Ça a été vrai sur donc la position du CCNE, et je rappelle qu'elle avait déjà été mise dans une opinion avant même l'année 2023. Il y a eu cet appel des 3000 soignants que j'ai signé avec notre prix Nobel de médecine Françoise Barré-Sinoussi. Il y a le Conseil national du sida, il y a l'Académie de médecine, et Dieu sait que l'Académie de médecine en France est souvent un peu frileuse sur ces sujets grands sociétaux, qui a aussi pris parti. Donc vous voyez, c'est vraiment toute une répartition très générale. Et il y a aussi toute une série de sociétés savantes médicales qui ont pris parti très très clairement sur le sujet. Alors, juste pour terminer, parce qu'il est tard, quelques réflexions. La première, je crois, comme je vous l'ai indiqué, je pense que nous ne sommes qu'au début des lois sur la migration. Et donc il faut séparer, entre guillemets, ce qui est la vision de la santé et de l'aide médicale d'État au sens très large du terme ou au sens restreint du terme, des lois de migration. Et c'est un point totalement essentiel pour la suite du combat que vous aurez à mener. Car ce combat ne fait que débuter. Ça, c'est le premier point. J'ai vécu la même chose quand j'étais un jeune médecin, et Didier Fassin le rappelle assez souvent. On a séparé au sein de la pénitentiaire ce qu'était la médecine qui était sous dépendance de l'administration pénitentiaire, et on l'a séparé d'un côté la pénitentiaire et de l'autre côté la santé des prévenus. Alors, ça a été plus ou moins réussi. Et les médecins qui travaillent en prison, dans les différents établissements, quel que soit leur statut,
dépendent non pas de la pénitentiaire, mais dépendent du CHR le plus proche. Hein. C'est toute la mise en place de ce qui a été fait. Alors, avec des limites, je le sais bien, et des enjeux, mais quand même, ça a fondamentalement changé, je peux vous le dire, la relation, et j'entendais évoquer comment se situe le corps médical vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'administration. Et tout ça pour le bien, évidemment, de la prise en charge de santé des prévenus. Le troisième élément, c'est que, à mes yeux, il faut aussi qu'on sache vendre, je dirais, la prise en charge dans santé des plus fragiles, et donc des plus fragiles au sens là du terme, et donc avec les enjeux éthiques que cela pose, de fraternité d'une part, et d'accès aux soins, d'égalité d'accès aux soins d'autre part, mais qu'on le vende également en vision de santé publique, c'est-à-dire et je dirais pour les politiques, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement autour des migrants que ça se pose, mais ça se pose sur les conséquences qu'il peut y avoir sur la santé publique d'un pays. Sans marquer nos amis américains qui sont dans la salle, je vous rappelle quand même que sur le Covid, si on regarde non pas en termes de mortalité, mais en perte de durée de vie d'une nation, pendant les 2 premières années du Covid, la France perd 3 mois de perte de durée de vie, l'Angleterre perd autour de 6 à 7 mois, l'Espagne 8 mois, 9 mois, et les États-Unis perdent moins 2,6 ans. Les États-Unis ont été leadership dans l'innovation, dans la fabrication des vaccins, y compris sur les premières molécules efficaces sur ce virus. Et c'est bien le problème de l'accès aux soins pour un certain nombre de populations fragiles et défavorisées qui fait qu'ils perdent de façon très significative, alors que c'est une démocratie, par rapport à d'autres grandes démocraties européennes. Et qui perd, évidemment, un, ce sont les Blacks, deux, ce sont surtout les Hispaniques. Et si on regarde et si on va plus loin pour dire que toute décision politique a des conséquences sur la santé, vous le savez, si on compare les États républicains et les États démocrates, on a des réponses différentes sur un sujet aussi lourd que la perte de mortalité. Donc il faut qu'on soit capable de pouvoir donner des exemples montrant que la prise en charge des plus précaires, et en particulier des populations migrantes, a des conséquences de santé publique. Que ce n'est pas seulement pour cette population, mais qu'il y a des enjeux nationaux qui peuvent se passer. Voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, bien sûr, à mes yeux, les enjeux éthiques sont fondamentaux, mais je ne suis pas sûr, ils m'intéressent plus que les autres, mais je ne suis pas sûr que ce soit les plus payants à porter vis-à-vis du politique. Ce qui fait peur, entre guillemets, aux politiques, c'est les conséquences, entre guillemets, qu'il peut y avoir d'enjeux de santé publique ou de visibilité internationale sur tel ou tel sujet. Enfin, ne nous trompons pas de combat. On reste quand même, en France, pour l'instant en tout cas, et je l'espère pour le futur, une belle démocratie. On a à nos portes, et vous le savez, y compris dans un certain nombre de pays européens, des situations extrêmement tendues en ce moment, beaucoup plus qu'en France. Et nous avons à nos portes encore des situations non démocratiques, et je ne vise personne sinon Poutine lui-même, qui sont des situations de combat et de maniement de la population migrante pour en faire un enjeu politique. Donc attention, ne nous trompons pas non plus de combat, et peut-être mettons d'un log, entre guillemets, pour votre génération, là où vous aurez à vous battre. Je m'excuse de vous avoir interpellé comme ça. Merci beaucoup Jean-François Delfecy. C'est vrai que vous nous avez montré un bel exemple de comment en fait le monde médical peut s'investir et aussi lutter contre les réformes migratoires qui vont à l'encontre de la santé des étrangers en situation irrégulière. Merci beaucoup d'être venus. Merci à tous.